Bonjour à toutes et tous. Le titre de ce moment ensemble est Luxe et développement durable. Les générations Y et Z plaident contre les idées reçues. Nous allons dans un instant nous interroger sur cet énoncé, mais avant, il nous faut dire que nous sommes heureux d'être là, dans cet amphithéâtre, dans le cadre de l'Université de la Terre, même si ce moment charnière que nous vivons aujourd'hui, avec ce sentiment d'urgence, je parle bien entendu de la catastrophe climatique, nous interroge, nous inquiète. Nous sommes là pour justement essayer de penser, de faire avancer les idées dans ce cadre-là, pour tenter de répondre aux grandes questions qui se posent derrière le sujet que je viens de lire. Nous avons avec nous des membres de la jeune génération qui, toutes et tous, travaillent dans les maisons de luxe. Nous avons 1h30, quelques surprises et un grand panier à questions. L'idée de ce moment est d'y voir plus clair sur votre positionnement, vous, jeune génération, travaillant toutes et tous dans le luxe, et vous situant chacun et chacune individuellement comme bien informés de la catastrophe climatique en cours. L'humanité doit choisir entre solidarité et suicide collectif, a dit Antonio Guterres, le chef de l'ONU, lors de son discours d'ouverture du sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Une manière pour lui de tirer la sonnette d'alarme pour l'ensemble des pays du monde, et une manière pour nous de rappeler pourquoi nous sommes là, toutes et tous réunis, durant ces 2 jours. Quelles sont vos interrogations? Quelles sont vos pensées aujourd'hui, même si penser cette catastrophe est difficile puisqu'elle nous bouscule, puisqu'elle nous oblige à revoir nos fondations, puisqu'elle nous somme de revoir intégralement les systèmes dans lesquels on croyait jusqu'à présent. Luxe et développement durable, les générations Y et Z plaident contre les idées reçues. Alors, quand on doit plaider, c'est lorsqu'on se sent attaqué et que l'on souhaite se défendre. Je dis ceci parce qu'on peut s'apercevoir que très tôt, dans sa vie de mots, en 1080 exactement, le mot « plaid » a désigné un procès, un jugement. Puis le verbe « plaider » a été employé au sens de défendre une cause devant les juges. Qui sont les juges ici? Nous pourrions nous poser la question, est-ce vous, vous le public? Ou est-ce vous, vous sur ce plateau, qui allait juger ces idées reçues? Plus récemment, au XVIIIe siècle, plaider a pris le sens de parler en faveur d'eux, mais toujours avec cette idée de défendre. De façon plus générale, le verbe est utilisé aujourd'hui dans ce sens-là, le sens défensif, comme témoigner en faveur d'eux, être favorable à. Les plaideurs, en général, sont des avocats, et vous, eh bien, vous n'êtes pas avocat. Pas d'effet de manche ici, simplement vous venez, et nous vous en remercions, vous venez avec votre intime conviction, vos recherches, nous allons en parler juste après, vos réflexions, vos doutes et vos engagements, ce qui fait déjà beaucoup d'éléments. Alors, quelles sont ces idées reçues dont il faudrait se défendre? De quoi parle-t-on quand on parle d'idées reçues sur le luxe? Peut-être en trouverons-nous une, déjà, dans ce titre, Luxe et développement durable. Est-ce que le luxe et le développement durable sont véritablement compatibles, par exemple? Nous allons détailler ces idées reçues, détailler les questions de fond qu'elles posent et en parler ensemble. Je dois dire qu'en préparant cette intervention, vous nous avez fait part de votre intention de travailler en transparence et avec humilité. Vous avez décidé de ne pas balayer ces idées reçues comme de simples idées reçues, justement. Vous avez voulu aller plus loin, vous avez voulu constater honnêtement et courageusement, je dirais, de quoi ces idées relèvent, de quoi elles s'inspirent, quels pourraient être les paradoxes qui vous questionnent, vous. Et vous avez voulu aller chercher les raisons, chiffres à l'appui, de ces idées reçues, afin de répondre clairement et sans faux semblant au regard du respect que vous avez du lieu et de l'événement.
Et quand je dis vous, je dis cette génération Y et Z qui, si on s'arrête là, si on s'arrête à cette dénomination, ne veut pas dire grand-chose, il faut bien le reconnaître. Donc vous, c'est vous. Et ma première question, c'est qui êtes-vous? Qui représentez-vous? Comment pourriez-vous vous présenter là? Eh bien, tout simplement, nous faisons partie de la jeune génération. Bon, jeune, on a connu les disquettes, on a connu les VHS. Mais on est né dans les années 80-90 et on fait partie des maisons de luxe qui font partie du comité Colbert et qui ont été rassemblées aujourd'hui. Et qui est le comité Colbert? Le comité Colbert est une association de 113 membres à travers 14 secteurs qui ont toutes et tous en commun la culture de l'excellence et l'amour du beau. Et plus précisément, les maisons qu'on représente, aujourd'hui on peut en comptabiliser 9, qui sont d'ailleurs très différentes les unes des autres, de par leur taille, leur secteur d'activité, qui parfois même peuvent être concurrentes entre elles. On a les vins et les spiritueux avec Moët Hennessy, Rémy Cointreau, la mode et la maroquinerie avec Chanel et Hermès, la joaillerie, Van Cleef, Boucheron, les instruments de musique avec Henri Selmer, et puis l'univers de la maison avec le cristal de Baccarat et la faïence de Gien. Et au-delà de l'appartenance à ces différentes maisons, on vient tous de parcours différents, que ce soit personnel, professionnel, avec un investissement associatif parfois aussi différent. On a différents métiers qui sont réunis ici, pas forcément dans la RSE, mais ça peut être dans le développement produit, dans la communication, dans le marketing, dans les ressources humaines. Et voilà, on est tous réunis aujourd'hui pour aborder avec vous ces thématiques. Alors vous l'avez compris, on vient de maisons différentes, on fait des métiers différents, mais ce qui nous réunit tous, c'est l'intérêt sincère, profond, qui nous réunit autour des enjeux de développement durable et de la catastrophe climatique qui nous préoccupent tous. Et là, on est très heureux de pouvoir, d'avoir pu échanger ces 2 derniers mois, parce qu'on a commencé à se rencontrer il y a 2 mois, pour pouvoir échanger sur ces enjeux, échanger aussi sur nos positionnements au sein de nos maisons, de notre secteur d'activité, par rapport à ces enjeux de développement durable. Et aujourd'hui, Oui, complètement. Aujourd'hui, on est vraiment ici pour vous partager nos questionnements, nos réflexions. Des questions, on en a eu et on en aura encore beaucoup. Et on est ici dans l'objectif que ces réflexions et peut-être cette prise de conscience pour certains, elles ne s'arrêtent pas ce soir en sortant de la salle. On a envie aussi que ce soit des échanges qui continuent. Gabriel, tu parlais tout à l'heure de plaidoirie. Nous, on n'est pas là vraiment pour se défendre, hein. On n'est pas les représentants RSE de nos maisons. Par contre, on est là vraiment pour parler de ce qui nous motive, de ce qui nous anime, nous, et de ce qui continue de nous faire rêver au sein de nos maisons. Et je reviendrai aussi sur quelque chose que tu as dit, Gabriel, c'est le mot de transparence, parce que je pense que notre démarche aujourd'hui, au-delà d'être collective et vivante, elle est aussi authentique. On espère que c'est quelque chose que vous ressentirez. Il y a 2 mois, on est arrivé avec nos convictions, mais on est arrivé aussi avec nos doutes et nos questionnements. Et 2 mois après en avoir longuement discuté entre nous, on a toujours des convictions, mais on a aussi toujours des doutes. Et on a vraiment grandi sur ce sujet RSE, et on espère que, comme nous, cette discussion vous amènera peut-être à apporter un regard différent entre le rapport de l'industrie du luxe et de tous les enjeux environnementaux et sociétaux qui nous réunissent aujourd'hui. Et un petit mot sur le format, donc 1h30 ensemble, comme le disait Gabriel. On a construit ce moment comme un aller-retour. Donc Gabriel aura le rôle de réquisitoire, justement, avec des arguments qui sont parfois piquants, qui nous questionnent et finalement qui nous interpellent. Et l'idée, c'est tout au long de ces échanges, de pouvoir amener ensemble plus loin la discussion, voir ce que ça nous évoque, les réflexions que ça nous pose, les manières dont on va être d'accord, pas d'accord avec certaines de ces accusations. Alors, vous dites que vous vous êtes posé des questions. Quelles sont les questions que vous vous posez, vous, aujourd'hui, en tant que membre du collectif du Colbert Labo? S'il y avait une liste de questions qui vous viennent à l'esprit, là, maintenant, ce seraient lesquelles? Qu'est-ce que le luxe? Est-ce que le luxe est nécessaire? Est-ce que le luxe peut croître sans limite? Comment le luxe peut embarquer le reste du monde pour créer une société compatible avec les limites planétaires? Est-ce qu'une croissance durable du luxe est possible? Est-ce que c'est pas trop tard? est-ce que le luxe piétine le bien-être animal? Est-ce qu'on va y arriver?
Est-ce qu'on s'est éloigné des valeurs d'origine du luxe? Quel est notre rôle vis-à-vis de nos clients? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on sera capable de prendre des décisions difficiles? Est-ce qu'on peut influencer le mode de vie de nos clients? En sommes-nous responsables? Peut-on faire des actions en dehors de notre secteur d'activité? Jusqu'où l'innovation pourra nous aider? Est-ce que le luxe pille les ressources de la Terre? Toutes ces questions et bien d'autres. Bon, je sais que vous allez tenter de répondre à la majorité des questions entendues là, mais une qui me vient tout de suite, par exemple, j'ai déjà posé tout à l'heure, je la repose. Luxe et développement durable, est-ce bien compatible? Il faudrait sans doute commencer par définir ce qu'on entend par luxe. Oui, donc c'est une question qu'on doit se poser évidemment, mais vous faites sans doute allusion à un article de 2 spécialistes, Jean-Noël Capferrer et Anne Michaud, 2 experts en marketing et essayistes. Ils disent que l'avenir commun du luxe et de la durabilité va dépendre de la façon dont les consommateurs vont définir le luxe. Alors, continuons nos définitions de mots. Le luxe, comme le rappelle l'étymologie du mot, correspond à un déboîtement, luxatio. Ça fait mal. Un écart par rapport à la normalité. De quel écart parle-t-on? C'est peut-être une question que vous vous posez aussi. Le vocabulaire du luxe appartient au registre de l'excès, du rêve, de l'extraordinaire, au bénéfice, vraisemblablement, et on le verra tout à l'heure, d'une minorité privilégiée. Au contraire, le développement durable est lié à des termes comme réutiliser, se restreindre, faire attention, partager, échanger, trier, sobriété, au profit d'une communauté élargie. Nous pourrions rajouter que le luxe, dans son essence, pourrait nous paraître incompatible avec les enjeux sociaux et environnementaux de notre millénaire, pourrait nous paraître comme l'extrême contraire de la sobriété, qui est dorénavant de mise dans nos sociétés. Enfin, de mise. On tend vers, on n'y est pas encore, loin de là, mais bon, l'idée émerge de plus en plus et on ne pourra pas, de toute évidence, faire autrement. Le luxe, tel qu'on se l'imagine, n'est-il pas donc l'excès, n'est-il pas l'opulence? Est-ce bien nécessaire, par exemple, d'avoir des dressings avec 50 sacs différents, de dépenser des millions d'euros pour développer de la fausse fourrure, ou encore de chauffer des fours pleins gaz pour cuire de la porcelaine? Adam Smith, le célèbre philosophe et économiste du XVIIIe siècle, écrivait « Il y a luxe lorsqu'on s'éloigne de la nécessité ». Comment parler de RSE, responsabilité sociétale des entreprises? Comment parler de RSE, par exemple, lorsque l'un des objectifs même de l'activité du luxe est de créer le désir éphémère d'avoir toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus récent, toujours plus cher? Le luxe n'est-il pas un secteur que l'on pourrait qualifier d'élitiste, d'exclusif et déconnecté des problématiques du grand public? Et dans ce cadre-là, comment aurait-il son mot à dire en matière de RSE? Si nous parlons bien là, quand nous parlons de RSE, de l'ensemble des préoccupations sociales, sociétales et environnementales, résumées derrière les 3 grandes lettres du mot RSE. Le simple fait d'en parler ne relèverait-il pas plutôt de l'hypocrisie? Alors je vous pose la question, qu'est-ce que le luxe pour vous? Est-il possible de réunir luxe et développement durable? Si on se pose la question, c'est effectivement qu'il y a eu des dérives dans le luxe. Il y a pu y en avoir. Il y a une forte croissance, une forte hausse de profitabilité également. Mais je pense que les maisons reviennent progressivement à des rythmes justement un peu peut-être moins effrénés pour essayer de retrouver plus de durabilité, de retrouver une raison d'être. Et nous sommes aujourd'hui là pour parler du luxe qu'on connaît, le luxe qu'on vit au quotidien dans chacune de nos maisons, et qui au contraire est un luxe basé sur le savoir-faire, sur le temps long, sur la recherche d'excellence, la recherche de qualité toujours, des biens qui se réparent, qui durent. Et c'est ce luxe-là qui, dans un certain cadre et dans le respect des limites des ressources, se recoupe avec développement durable.
Ouais, j'aimerais bien revenir sur la définition du luxe, sur son étymologie, donc luxatio. Moi, j'aime bien cette notion de luxation, d'écart, de déboîtement, et d'écart par rapport à quelque chose qui serait la norme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui valorise l'utile, le rationnel, l'éphémère. Et alors que le luxe, c'est comme tu le définissais, c'est cette recherche constante de la perfection, c'est cette exigence qui est non négociable de la qualité. Et bien sûr, c'est tout le travail de l'artisanat, du savoir-faire, le travail de la main, le travail du Made in France, mais on reparlera, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Et c'est vraiment en ça que le luxe, on peut le dire, je pense, dévie en tout cas de la norme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et alors tu disais, Gabriel, luxation, aïe, ça fait mal, mais je pense qu'effectivement on peut aussi le valoriser, ce déboîtement, et se poser la question de justement se mettre un petit peu en porte-à-faux par rapport à l'époque contemporaine. Par exemple, dans notre rapport au temps, l'époque d'aujourd'hui, elle valorise la vélocité, la rapidité, le cycle court. Si on regarde le travail que l'on fait dans nos maisons, on est dans un temps long, parfois très long. Le temps déjà de la fabrication de l'objet. Alors on pourrait avoir énormément d'exemples à vous donner. Moi je travaille dans la mode. Le temps long de la fabrication de l'objet, par exemple, si vous voyez les défilés de haute couture, on a des robes de mariée qui viennent traditionnellement clôturer ces défilés. Une robe de mariée, c'est entre 600 et 1500 heures de travail. Le temps long, c'est ça. On a plein d'exemples en fait. Il y a dans la vigne, quand on plante des vignes pour faire des spiritueux comme du cognac, on doit attendre au minimum 3 ans avant que la vigne donne un raisin qu'on puisse exploiter. Et après, on va faire vieillir ce raisin au minimum plusieurs années avant de pouvoir en faire un cognac. Et il y a tout un travail en fait, d'accompagnement du produit au fur et à mesure des années. Et les générations de maîtres assembleurs qui composent ces cognacs, en fait, composent des cognacs qui seront utilisés par les générations futures. Donc on est vraiment dans ce temps long, et pas dans ce rapport immédiat à « je fais quelque chose pour moi ». Je fais quelque chose pour les générations suivantes. Moi, j'ai un autre exemple aussi, c'est dans la joaillerie, il y a une technique de sertissage assez particulière à une maison qui s'appelle la technique du serti mystérieux et en fait qui consiste à assembler les pierres précieuses de façon à ce que le métal ne soit pas apparent. Alors déjà, il y a un temps long sur la production, il y a aussi un temps long, mais on y reviendra, de la formation, parce que pour maîtriser cette technique, on parle de dizaines d'années d'expérience. Et après, cette technique-là implique que chaque pierre qui va être utilisée est taillée en minimum 2 à 3 heures pour avoir vraiment la taille parfaite. Et une pierre, c'est quelques millimètres. Donc on est vraiment, encore une fois, dans l'illustration de ce déboîtement, de ce temps long, le temps du détail, le temps de la perfection, qu'on oppose à la course effrénée au nouveau, au plus, à la consommation, etc., etc. En fait, si vous voulez, on fait rapport au cycle de vie du produit. On ne décide pas du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, de commercialiser un produit. On a 2 à 3 ans derrière la commercialisation d'un produit, de recherche, d'études. On est dans le jusqu'au boutisme, en fait. On va dans les moindres détails, on est dans cette recherche de la perfection pour s'assurer que le cycle de vie de notre produit, donc dans toutes ces étapes, faut que son cycle de vie soit le plus long possible, en fait, qu'il perdure dans le temps. L'ensemble en fait de ces savoir-faire dont on a parlé et qui font aussi l'essence du luxe, c'est donc cette recherche d'excellence à la fois dans le produit auquel on va aboutir à la fin, mais aussi dans la façon de faire, dans la façon d'aboutir à ce produit. Et c'est aussi dans cette façon-là, et pour en revenir à ta question, Gabriel, du début, que le luxe et le développement durable vont être intimement liés. Parce que le produit se doit d'être exceptionnel, mais aussi la façon de le faire et donc de respecter les plus hauts standards en termes de respect de l'environnement, d'éthique et d'impact sociétal. Donc aujourd'hui, tout n'est pas parfait, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des idées reçues et c'est pour ça qu'on est là aussi pour en démystifier certaines et il y a certains points qui sont peut-être aussi vrais et qu'il faut améliorer. Mais l'idée, c'est qu'on puisse tendre vers cette excellence et la retrouver dans tous ses aspects et l'aspect de sustainability en est une composante extrêmement importante. Et en fait, il y a peut-être aussi une distinction à faire entre les limites qu'on pose à notre créativité et les limites qu'on pose à l'utilisation des ressources de la Terre. En termes de créativité, je pense que justement ce qu'on vous partage avec passion sur nos produits,
c'est toute cette recherche de créativité qui fait l'être humain. Par contre, il y a en effet eu des dérives sur le côté d'utilisation des ressources de la Terre, et c'est là qu'il faut se reposer la question et peut-être retrouver l'essence du luxe qui serait compatible avec le développement durable. Il y a cet rapport à la simplicité. Finalement, l'excellence, c'est quand on enlève aussi, avec un geste parfait, avec une matière parfaite, on enlève beaucoup de superflu finalement. Et par rapport à cette essence du luxe, à ces non-limites à la créativité, en fait, c'est un autre aspect de son essence, c'est celle du rêve. C'est-à-dire ce qui va faire dépasser l'humain, dépasser nos limites en termes de création, en termes de désirabilité. Shakespeare disait au XVIIe siècle « Retirez à l'homme le superflu et vous lui ôtez le nécessaire ». Finalement, c'est presque consubstantiel à la manière d'être humain, cette capacité qu'on a à rêver, qu'on a à se dépasser. C'est aussi une autre définition du luxe. Et finalement, quand on a cette capacité, je pense que c'est ce qui nous distingue peut-être du reste de l'industrie, ce qui peut nous permettre de l'attirer, c'est quelle responsabilité nous incombe. On a une capacité à faire rêver, à quel point on prend comme mission aussi de montrer l'exemple. Et finalement, je pense que le levier du rêve est un des leviers les plus importants pour amener du changement. Qu'est-ce qu'on va rendre désirable de ce qui ne le sera pas ? Qu'est-ce qu'on va rendre un futur souhaitable de ce qui ne le sera pas ? Et le luxe, aujourd'hui, et toutes nos maisons réunies auront vraiment dans les mains la capacité de réinventer ces codes, de réinventer ce qui sera désirable, de réinventer ce qui sera à la mode, de réinventer ce qui nous fera envie. Et je pense que c'est là un des leviers les plus performatifs et les plus performants pour être capable de réinventer et vraiment de réconcilier luxe et développement durable. Et par rapport à ce que tu disais sur le rêve, Marion, c'est très vrai et on peut le rapprocher aussi d'une autre étymologie du luxe. On s'est attaché à une étymologie particulière du luxe qui est venant de luxatio, donc le déboîtement, mais on peut le voir aussi comme venant de lux, la lumière, pour ceux qui ont fait du latin quand ils étaient au collège ou au lycée. Mais c'est avec cette idée on va essayer d'éclairer quelque chose, d'éclairer une voie, un chemin dans nos secteurs respectifs, avec toute l'humilité que cela comporte, mais du coup d'essayer d'utiliser cette puissance évocatrice, ce lien à l'art, à la transcendance que peut avoir le luxe pour porter certaines valeurs, certaines innovations. Pour prendre un exemple très rapide que je connais au sein de ma maison, qui est la maison Boucheron, on a récemment lancé une collection faite à base de cophalite. Alors, la cophalite, qu'est-ce que c'est ? C'est un déchet industriel. C'est ce qu'on appelle une matière dernière, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne va plus utiliser et c'est un déchet qui est majoritairement enfoui. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut... On va essayer de sortir quelque chose de précieux de cette matière. Et donc il y a eu tout un process qui a été fait pour redonner vie à cette matière, en faire quelque chose de précieux, attirer l'œil sur cette matière qui est un dérivé des déchets industriels, dérivé d'amiante, et en faire un matériel, alors c'est quelque chose qui est noir, qui ressemble un peu à de l'obsidienne, et le mettre en valeur au sein d'un produit. Donc ça, c'est une démarche qu'on a d'upcycling, qui est peut-être un petit geste, on va dire à l'aune de tout ce qu'il faudrait faire pour résoudre la situation, mais c'est aussi une valeur inspirationnelle très forte de s'interroger sur qu'est-ce qui est précieux, comment on le met en valeur et qu'est-ce qu'on porte dans notre façon de fabriquer des objets et de les mettre en valeur ensuite. Alors, vous avez dit que le luxe, c'était la lumière, le rêve, et que ce rêve faisait partie des fondamentaux nécessaires à l'homme. Dans ces fondamentaux, il y a l'art aussi. Il est vrai que le luxe et l'art sont souvent proches. Ils sont même parfois intimement liés. Je vous propose donc de le vivre par l'expérience, ici et maintenant, de faire une petite pause avec Adrien, une pause musicale.
Merci Adrien pour cette belle pause musicale. C'était Jean-Sébastien Bach, je pense. C'est ça, hein? Ouais. Reprenons notre réflexion et rentrons un peu plus encore dans le cœur du sujet. Est-ce une idée reçue de dire que le luxe pille les ressources de la terre? Je précise ma question, je pense qu'il faut aller au fond des choses. Quand je dis ressources, je pense à plusieurs choses. Je vais énumérer un certain nombre de constats, un peu dans le désordre, mais ce sont des constats. D'abord, le cuir, la soie, la fourrure, toutes ces matières ont en commun la mort de l'animal, nous sommes d'accord. Je ne parlerai pas de la nouvelle relation que nous souhaiterions ici établir avec l'animal, en lien avec les conditions de vie, comme les conditions de souffrance de la vie animale, qui relève aussi d'une posture philosophique et anthropologique en pleine mutation aujourd'hui. Et concernant ces questions, je vous renvoie aux travaux excellents de Philippe Descola à ce sujet. Philippe Descola, anthropologue, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France et directeur du laboratoire d'anthropologie sociale. La question que nous nous posons ici, c'est l'utilisation par le luxe de la matière animale, si je puis dire, de son rapport à la production agroalimentaire et à la pollution qu'elle génère. Je dis production agroalimentaire parce que, justement, le luxe utilise, recycle, pourrait-on dire, pour ses sacs, des bovins destinés à l'alimentation. L'élevage intensif, on le sait, occupe une large part de notre empreinte carbone. En France métropolitaine, l'élevage représente à lui seul 9% des émissions de CO2, en particulier celui des bovins. C'est donc notre situation aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse. On sait que le régime végétarien divise par plus de 2 sur un an les émissions de gaz à effet de serre par rapport au régime alimentaire moyen en France. La viande est un poste fortement émissif. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime qu'un repas à dominante animale, avec 180 grammes de bœuf, correspond à un bilan carbone de 7,3 kg d'équivalent CO2 par personne, contre seulement 0,5 pour un menu végétarien. Soit 2,2 tonnes par an pour une personne carnivore contre 0,88 tonnes par an pour une personne végétarienne. Je ferme la parenthèse en pensant tout de même que le monde ne va pas avoir vraiment le choix que de devenir progressivement végétarien. Et si nous devenons toutes et tous de plus en plus végétariens, que fait-on alors du recyclage des bovins que le luxe utilise pour le cuir? Vous allez y répondre. Est-ce une idée reçue que de dire que la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde après le pétrole? Matières premières, pollution des eaux, textiles à base de pétrole difficile à recycler et transport. Nous reviendrons dans la question suivante sur le transport. Et si, évidemment, la fast fashion pèse lourd sur ces chiffres, la fast fashion, ce n'est pas vous n'êtes pas toute la mode, loin de là, mais la mode de luxe, aux chaînes de valeur fortement mondialisées, a aussi parfois tendance à basculer dans la fast fashion. Or, si on parle de ressources, le textile est le 3e secteur consommateur d'eau dans le monde, après la culture de blé et de riz. Il faut par exemple 3000 litres d'eau pour produire une seule chemise en coton. En plus de l'utilisation d'eau, le textile a également recours aux teintures chimiques qui polluent les eaux et le lavage des vêtements qui libère une quantité infinie de microfibres telles que le polyester, l'acrylique ou le nylon. D'après la fondation Ellen MacArthur, d'ici 2050, la mode, fast fashion et vous aura consommé 1/4 du budget carbone mondial. 1/4. Il existe une vraie question de soutenabilité pour le luxe. Pendant combien de temps encore pouvons-nous continuer comme cela? Si nous prenons maintenant le secteur des vins et spiritueux, il contribue également à la dégradation des sols. Les nouvelles méthodes de production du milieu du XXe siècle, destinées à accroître massivement le rendement des terres, ont contribué à l'appauvrissement des sols, à une diminution de leur fertilité, de leur biodiversité et à leur contamination par des engrais chimiques. Selon un rapport des Nations Unies, jusqu'à 40% des terres à travers le monde sont désormais dégradées. Tout ne vient pas du luxe, encore une fois, mais
Cette dégradation des terres contribue à exacerber la catastrophe climatique en réduisant la capacité de la Terre à absorber et à stocker le carbone. Un autre exemple encore concernant les ressources de la Terre, les diamants. Nous pensons à celles et ceux qui, dans les mines du Zimbabwe, creusent les sols pour les en retirer, ces diamants. Nous pensons au mercure que cela génère, au mercure qui infiltre les cours d'eau, les branchies des poissons. Donc, vous voyez, si je prends le prêt-à-porter, la maroquinerie, l'horlogerie, joaillerie, le secteur des vins et spiritueux, qu'il s'agisse de l'air, de l'eau, des sols, de la faune et de la flore, les maisons du luxe doivent exploiter massivement le vivant pour produire. Et les chiffres que l'on trouve facilement dans les articles spécialisés montrent que pour 2025, le chiffre d'affaires est prévu à 380 milliards d'euros. Cela montre bien que l'objectif, pour l'instant, n'est pas de faire moins. Il va bien falloir continuer de produire pour ces maisons. Alors qu'en est-il de cette sobriété ? Que pensez-vous, vous, le collectif du Colbert Labo, de ce que l'on vient de se dire concernant les ressources de la Terre ? Alors Gabriel, c'est une question ou même un réquisitoire avec différents points, différentes thématiques, complexes, si je puis me permettre. On va tenter d'y répondre. On a longuement réfléchi, en tout cas, à l'ensemble de ces points. Ça nous a pris beaucoup de temps, parce que c'est un sujet qui a un très fort impact, un enjeu crucial. Il faut savoir qu'il y a différents niveaux d'avancement, que ce soit dans nos maisons, dans nos activités, dans nos secteurs, et d'où la difficulté de cette réponse. Mais on a tenté de s'aligner et en tout cas d'apporter des réponses à l'ensemble de ces points qui nous semblent effectivement essentiels, encore une fois cruciaux, parce qu'il n'en va pas seulement de de la survie du luxe, il en va de la survie de tous, puisque la Terre, c'est notre Terre, et on a tous à cœur, je pense, de la préserver. Et même si on va, comme tu dis, on peut essayer d'apporter des réponses, c'est un sujet tellement complexe que de toute façon, on ne va pas le résoudre là. On va juste vous livrer, comme on disait, la réflexion qu'on a pu avoir et aussi ces questionnements même qu'on peut se poser pour le futur de notre industrie. Ce qui est intéressant, et on le disait en introduction, c'est à quel point le luxe va être intrinsèquement lié à d'autres acteurs, à d'autres filières. Et encore une fois, cette imbrication, je pense, ça rebat aussi certaines cartes. Le luxe qui avait l'habitude de peut-être travailler plus dans son coin. Là, on voit qu'on peut travailler ensemble, on peut travailler aussi avec les filières au sens large. On peut avoir cet effet de traction très positif aussi pour transformer des filières, transformer des manières de faire. Et je pense que c'est ça aussi la responsabilité dont se dotent les maisons aujourd'hui. Alors Marion, tu parles de filières, et justement ce qui frappe le regard en premier lieu, quand on regarde la stratégie des maisons de luxe depuis 20, 30 années même, c'est de voir à quel point elles ont cherché justement à reprendre la main sur toute leur chaîne de valeur amont. Alors le premier intérêt, évidemment, c'est déjà de préserver des savoir-faire qui parfois étaient menacés d'extinction, et on y reviendra, je crois, tout à l'heure. Mais il y a un deuxième intérêt qui est évident, qui est aussi de pouvoir s'assurer d'être au meilleur standard d'éthique, de qualité, quelle que soit l'étape de production concernée. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des maisons comme Hermès, comme Chanel, comme Vuitton, mais on pourrait en nommer beaucoup d'autres, ont en fait racheté des fournisseurs qui étaient leurs fournisseurs de matières premières, notamment, ces dernières décennies. Et alors, je vais prendre l'exemple d'Hermès. Encore une fois, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Quand vous pensez à Hermès, sans doute, vous pensez assez rapidement aux ateliers de maroquinerie, donc les endroits où on fabrique les sacs. Vous pensez peut-être un peu moins aux tanneries, qui pourtant ont été acquises par la maison ces dernières décennies. Des tanneries où on fabrique le cuir qui va fabriquer les sacs. Et puis Hermès est allé encore plus loin avec le rachat aussi des fermes où on a les animaux qui vont ensuite, dont on va ensuite utiliser les peaux pour fabriquer le cuir qui va fabriquer les sacs. Et c'est l'exemple, enfin, c'est vraiment une logique qui a été intégrée par beaucoup de maisons dans différents groupes ou des maisons plus indépendantes qui ont eu les mêmes réflexes d'intégration verticale de leur chaîne de valeur. Et Gabriel, tu donnais tout à l'heure une projection de nos chiffres d'affaires réunis en 2025, je crois.
ces chiffres d'affaires, ce sont aussi des moyens et des investissements qu'on peut faire dans l'ensemble de la filière. Et Marion, tu parlais de traction vers le haut. Ça tire le secteur vers le haut. Ça tire le secteur vers le haut en matière de pratiques sociales, en matière de pratiques environnementales aussi, de pouvoir faire ces investissements. Cette reprise en main des différents éléments de la chaîne, ça va servir à quoi exactement en fait? Alors peut-être pour te répondre un peu plus en détail sur ce point, Gabriel, un des intérêts principaux, ça va être de s'attarder sur la notion de traçabilité. Savoir d'où viennent nos produits. Alors, il y a beaucoup de méthodes différentes pour le faire. Il y en a une dont tu as parlé, Bérénice, qui est l'intégration verticale. Tout simplement pouvoir, avec cette puissance aussi financière qu'ont les maisons, d'intégrer certains fournisseurs et de s'assurer donc du respect des plus hautes normes de respect de l'environnement, d'éthique, de respect sociétal au sein du coup de leur chaîne de valeur. Mais après, il y a une autre façon aussi de prendre le contrôle de sa chaîne de valeur, de sa supply chain. Ça va être aussi de s'intéresser à tout ce que vont faire toutes les parties prenantes avec lesquelles nous travaillons. Et de savoir comment ils vont travailler avec leurs employés, où ils vont sourcer par exemple leurs pierres dans le domaine de la joaillerie dont tu parlais. Il existe pour ça certains partenaires indépendants avec lesquels nous travaillons. On peut citer le Responsible Jewelry Council, le RJC, qui va s'assurer avec l'ensemble, enfin en tout cas une grande partie des acteurs du secteur de la joaillerie, du respect des plus hautes normes d'éthique, de respect de l'environnement. Et il y a aussi des grands groupes de luxe qui vont s'avancer sur cette thématique, avec, je pense au groupe Kering par exemple, qui a développé tout un code of ethics dont il va s'assurer que ce code est bien respecté aussi pour ses fournisseurs. Donc là, ce dont on parlait au début, c'était de faire en sorte que dans sa maison, tout ça soit respecté, qu'on puisse respecter au maximum l'environnement et la sustainability en règle générale. Mais même plus que ça, les maisons de luxe vont aujourd'hui s'engager pour que ce respect-là se fasse aussi auprès de leurs fournisseurs. J'en perds mes fiches. Se fasse aussi auprès de leurs fournisseurs via ces codes of ethics et différentes certifications qui vont être impératives pour faire en sorte que ces différents fournisseurs travaillent avec la maison. Et pour donner un résultat concret, ces standards ont permis aujourd'hui au groupe Kering de sourcer 100% de son or de façon éthique et responsable. Et c'est un résultat, là aussi, un catalyseur qui s'étend à l'ensemble d'un secteur. L'idée, c'est de tirer vers le haut, comme on l'a dit, l'ensemble d'un secteur et toutes ses parties prenantes. On a beaucoup parlé d'approvisionnement. Je pense que dans notre chaîne de valeur, c'est un élément important. Comment on s'approvisionne, comment on s'assure de la traçabilité des matières premières. Mais si on remonte un petit peu dans le développement, ensuite, il y a la partie de l'usage qu'on en fait. Et je pense que c'est une composante extrêmement importante. Aujourd'hui, nos maisons ont une conscience de la qualité, de la préciosité des matières qu'elles utilisent, qui font que dans l'usage qu'elles en font, on aura un respect fondamental et presque intrinsèque. On a parlé dans la présentation de qui on était. Finalement, on est des matières, on est des produits, le cuir, les pierres, la porcelaine, le cristal. Finalement, c'est aussi une manière de nous nommer. C'est par les matières qu'on utilise. Donc, je pense que ça fait vraiment partie, au-delà des produits qu'on fait, c'est une des composantes fondamentales d'un produit de luxe, c'est sa matière. On a tendance à dire que c'est un triptyque, c'est une définition produit, donc un esthétisme, une matière et puis un savoir-faire. Un produit finalement de luxe, un objet est composé souvent de ces trois composantes. Et donc le rôle de la matière, évidemment, sur son approvisionnement, mais aussi sur l'usage qu'on en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, nos maisons, et parce qu'elles sont artisanales, ont toujours eu finalement dans leur ADN une sorte de bon sens artisan, finalement assez terre à terre, de faire attention, de prélever la juste mesure. Alors moi, tout simplement, et on a ici dans la salle des représentants des ateliers Hermès en maroquinerie, je pense que c'est vraiment au cœur du projet, à la fois du métier de coupeur, qui quand il a sa peau devant lui pour découper sa commande pour en faire un sac, va s'assurer d'optimiser un maximum sa peau. Encore une fois, d'y placer peut-être un autre produit en ce qu'on appelle coupe associée. Et l'idée toujours dans cette vraie conscience qu'on a de la préciosité de la matière, qu'on ne veut pas gâcher. Et je pense que c'est vertueux. Tu parlais de sobriété dans ta question. Je pense qu'au-delà de l'approvisionnement, c'est vraiment comment on utilise les matières. Et puisqu'on parle de cuir, et que tu parlais tout à l'heure de la réalité de l'élevage, aujourd'hui,
dans le monde. Élevage intensif, oui. Élevage intensif, alors on va y revenir justement. Le cuir, tu l'as dit, c'est d'abord du recyclage. Donc, le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde qui est encore très carnivore. En Europe, on a, je crois, 9 personnes sur 10 qui aujourd'hui consomment régulièrement de la viande. Oui, mais on est d'accord que ça ne va pas durer, ça. Alors, enfin, on espère que ça ne va pas durer. En tout cas, aujourd'hui, le monde tel qu'il est, les maisons de luxe viennent récupérer ce qui est un déchet de l'industrie agroalimentaire, ces peaux, pour en faire un produit, une matière qui est connue aussi pour ses propriétés de durabilité, de réparabilité. Un coproduit d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça, déjà, c'est juste la réalité telle qu'elle est posée aujourd'hui. Alors évidemment, on ne peut pas se contenter de ça, surtout quand on est censé incarner la lumière, comme on disait tout à l'heure, la lumière du phare qui doit éclairer et tirer un secteur vers le haut. Alors on a signé, et je crois que tout le monde dans la salle a entendu parler de cette signature. On a signé le Fashion Pact en 2019. Pas que le luxe, hein, il y a 150 marques qui ont signé, 150 marques de mode qui ont signé le Fashion Pact en 2019. Un des engagements de ce Fashion Pact a été justement de renoncer aux approvisionnements qui viennent de l'élevage intensif. Alors, c'est pas complètement désintéressé de la part des maisons, puisque renoncer aux élevages intensifs dans les approvisionnements, c'est aussi œuvrer en faveur du bien-être animal. Et ça, c'est aussi une façon d'œuvrer pour la qualité du cuir, en fait. Parce qu'un animal qui est élevé dans un élevage à taille humaine, qui est en bonne santé, dont les critères de bien-être sont respectés, c'est un animal qui va avoir une belle peau. C'est un peu comme nous, en fait. Hein. On est heureux, on est en bonne santé, on a une belle peau. Et ça, c'est quand même un super exemple du fait qu'on arrive à réconcilier le bien-être animal, la responsabilité sociale et la profitabilité. Et pour reprendre, Gabriel, tu parlais en effet de... Aujourd'hui, peut-être qu'il y a cette réalité de 9 personnes sur 10, mais demain, ça ne sera pas le cas. Donc comment peut-on faire une fois que ça ne sera pas le cas et quand il n'y aura plus justement ces déchets qu'on réutilise? Je crois qu'il y a des solutions autres que le cuir qui se développe à base de champignons. Voilà, on essaye de créer cette matière. Ça demande beaucoup de temps. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une idée reçue qui est « Ah mais tiens, on pourrait changer du jour au lendemain ». Mais je pense que le cuir, si on a du mal à aller vers autre chose, c'est parce qu'il a des propriétés particulières. Je crois qu'on a notre musicien qui veut... Je t'en prie. Moi, je vais appuyer avec 2 exemples avant de parler de musique. Le premier, c'est pour ce que tu disais, Gabriel, c'est qu'il faut suivre la tendance et que le cuir est donc un déchet qu'on recycle. Il y a, dans les 3-4 dernières années aux États-Unis, il y a eu un rejet énorme du cuir qui est encore d'actualité, mais pas du tout un rejet de la viande. Et du coup, ils se retrouvent avec des quantités de peau incroyables. Et en fait, c'est beaucoup plus énergivore de devoir gérer le cuir comme un déchet pur que de le valoriser et de le recycler comme le font la plupart des artisans et des maisons. Donc ça, c'est un point important. Les maisons sont dans l'air du temps et suivront l'air du temps. Et je ne pense pas que ça soit à elles d'influencer là-dessus. Si effectivement on tend vers une société végane, il faudra s'adapter, comme le dit justement Marjolaine, avec des évolutions. Sur lesquelles on travaille. Exactement. Les gens travaillent et sur le point des propriétés du cuir, vous venez d'entendre de la clarinette tout à l'heure. Alors quel rapport entre la clarinette et le cuir? Il se trouve que pour boucher les trous sur la clarinette, ça s'appelle des petits tampons, et ces tampons, depuis des centaines d'années, ils sont en cuir. Et on a beau travailler sur beaucoup d'autres matières pour essayer de remplacer ça, pour les raisons évoquées, puis pour prévoir peut-être un jour de changer ça. Mais en fait, il n'y a aucune autre matière qui a les mêmes propriétés acoustiques. Donc en fait, on ne peut pas faire de compromis de qualité parce que pour l'instant, on ne trouve rien d'autre. Les seules pistes intéressantes sont des matériaux pétrosourcés. Donc d'un point de vue écologique, on ne va pas dire qu'il y a un gain écologique. Donc on est pour l'instant dans une impasse technologique et on devrait baisser la qualité des produits. Ce n'est pas l'idée qu'on a envie. Moi qui plus est dans la musique, ce n'est pas dans l'idée qu'on a envie. On ne fabriquera pas un Stradivarius dans un mauvais bois. C'est la même chose pour les clarinettes. Et par rapport à ces propriétés et le débat sur la pétrochimie, il y a un axe très fort évidemment d'innovation de toutes les maisons qui aujourd'hui cherchent des alternatives. Et ça, je pense que c'est fondamental de rappeler, on parlait de sensorialité, les matières aussi, elles portent en elles une sensualité aussi, ça fait appel à tous les sens, un objet. Et donc, il y a cette dimension qui est au cœur des recherches. L'idée, c'est de se dire, un objet, ça part aussi par le toucher, l'écoute, une odeur, une sensorialité. Et aujourd'hui, quand on travaille à de l'innovation sur des alternatives, et encore une fois, c'est un sujet qui est, je pense, au cœur des stratégies de nos maisons, c'est une des composantes extrêmement importantes dans la recherche. Et c'est pour ça, encore une fois,
On pourrait aller très vite vers des solutions faciles. Enfin, les solutions avec pétro-sourcé, on dit c'est vegan, alors qu'en fait c'est encore pire pour l'environnement. On essaie de vraiment trouver des solutions qui soient totalement respectueuses de l'environnement. Ça prend beaucoup plus de temps. Peut-être on peut parler de transport maintenant. Moi, je voulais parler un peu des terres, si on peut. Okay. On a le temps? Très peu. Très peu, très vite. Très rapidement, parce qu'on parlait de la surexploitation des terres. Moi, je travaille dans les vins et spiritueux et je voulais en parler rapidement, donner un exemple sur les différentes choses qui sont mises en place. Donc, pour parler d'une maison que je connais, c'est Annecy, là où je travaille, qui s'est engagée à limiter les impacts environnementaux. Pour montrer la voie et donner un exemple de la façon dont on veut, en tant que leader, tirer vers le haut la filiale, on a engagé une démarche avec les 1600 viticulteurs chez qui s'approvisionne Annecy pour les accompagner dans l'obtention d'une certification environnementale cognac pour à nouveau qu'ils puissent suivre les plus hauts standards de qualité, ils sachent comment le faire et que nous ayons évidemment des eaux de vie de meilleure qualité. Et le deuxième exemple auquel je voulais faire allusion, c'est que Moët Hennessy a organisé en 2022 un forum de 2 jours dans lequel Moët Hennessy a invité des personnes de différents horizons, donc des experts internationaux, des viticulteurs, des marques concurrentes, des scientifiques, pour réfléchir collectivement à ce problème de surexploitation des terres et trouver des solutions conjointement à ce problème-là. Donc voilà, c'était la touche sur les sols. Merci. Parlons maintenant, donc, si vous êtes d'accord, des transports. Pour les transports, les vêtements, sacs et chaussures sont souvent fabriqués à l'autre bout du monde. Il faut livrer les boutiques rapidement et il faut suivre le rythme intense des changements de collection. Le transport doit donc être régulier et rapide, et parce qu'il est le plus rapide, justement, l'avion est souvent le moyen de transport le plus utilisé, mais il est aussi un très grand émetteur de gaz à effet de serre. Le transport aérien de marchandises représente 55,2% du total des transports pour LVMH et 67% pour Kering en 2018. L'impact colossal de ce transport interpelle au vu de ses émissions. Non ? Je ne parle pas non plus des événements ou autres déplacements avec un bilan carbone extrêmement élevé et désastreux pour l'environnement, comme les Fashion Weeks de New York, Londres, Milan, Paris, qui chaque année ont un impact carbone de 241 000 tonnes de CO2. Est-ce que les acteurs du secteur vous semblent avoir pris la mesure de leur responsabilité et de l'urgence d'initier un changement radical ? Alors, ce que tu dis est tout à fait juste, Gabriel. Il est vrai que le secteur du luxe s'est bâti aussi a bâti sa renommée, son succès aussi en grande partie sur sa capacité à être réactif, à être rapide, à avoir ce service aussi d'excellence, que ce soit en termes parfois de livraison, de SAV, ça implique beaucoup de choses et donc des logiques de transport. Et là-dessus, on a peut-être collectivement, Maison du Luxe, des questions à se poser sur notre travail de transparence et de communication aussi à nos clients, de se dire que peut-être que cette valeur aujourd'hui de réactivité est placée au-dessus d'une autre valeur qui lui est plus importante, qui va être la sustainability, et de faire comprendre là aussi à nos clients en termes avec toute la transparence possible, quels vont être les impacts d'avoir sa pièce en 2 jours, et peut-être que de l'avoir en 1 semaine permettra de la déplacer d'une façon beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Mais ça, il y a aussi un travail de notre part de communication pour expliquer ces enjeux et faire en sorte que ça puisse être clair au niveau de nos clients et qu'ils puissent eux aussi intégrer dans leur logique d'achat cette démarche de sustainability. Donc ça, c'est pour la partie concernant, on va dire, les transports peut-être plutôt de pièces. Après, vous avez aussi toute une partie sur les déplacements de personnes, sur les transports. Tu parlais de l'exemple qui est assez édifiant, effectivement, des Fashion Week. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réflexions qui tournent autour de ce sujet qui est effectivement extrêmement important pour les maisons. Donc, beaucoup de maisons, certaines maisons, on va dire, ont essayé des formats différents, parfois digitaux, parfois d'avoir des calendriers différents, de réduire le nombre de shows. Il faut voir vraiment, donc il y a beaucoup de réflexions en cours et il faut vraiment voir ces moments comme une vitrine. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on va mettre dans cette vitrine, qu'est-ce qu'on va mettre en avant durant ces moments et surtout, comment on va faire la vitrine, comment on va la fabriquer et faire en sorte qu'elle soit
la plus respectueuse dans l'environnement? Alors, si je peux me permettre, sur le sujet événement, c'est effectivement un sujet qui est, moi, je dirais que c'est l'une des idées reçues souvent qu'on entend, le défilé d'un tel, nanana. Effectivement, c'est un vrai sujet et c'est surtout un moment qui est important pour nos maisons. C'est un moment image, c'est un enjeu de visibilité, c'est un moment de présentation des collections, c'est un moment où aussi on met en avant tout le travail de savoir-faire, d'excellence dont on a parlé à différents moments. C'est un moment qui est fort, qui est magique et en même temps qui est éphémère, qui utilise un grand nombre de matériaux, qui fait déplacer effectivement des milliers de personnes, qui a donc un impact déplorable, disons-le. Mais en dehors de ça, il faut quand même savoir que depuis un certain temps, il y a des enjeux qui sont énormes sur ce sujet. On est presque sur une carte blanche événementielle à ce stade-là. C'est assez énorme, que ce soit en termes de budget, de réflexion, d'innovation, de créativité. C'est presque passionnant, même si c'est pour des raisons qui sont complexes. Et je pense qu'on peut dire aussi qu'on peut être fier, à Paris en tout cas. On est la première capitale à travailler sur un sujet et sur un outil de mesure de l'impact environnemental et d'éco-conception, de l'impact de défilé. Donc c'est un outil qui a été développé en fait par la Fédération de la haute couture et de la mode, qui a débuté en 2019 et qui a été mis en place en 2021, qui continue de l'être aujourd'hui et qui est testé par de nombreuses maisons du comité Colbert. C'est pas encore une réussite en tant que telle, on n'est pas encore au défilé éco-responsable à 100%. Cependant, c'est déjà un début, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Paris est la première capitale à le faire et l'idée, c'est de l'avoir à une vision internationale et d'arriver à créer des défilés, des Fashion Week, des moments magiques à 100% éco-responsables. Et personnellement, en travaillant dans l'événementiel, ça serait fou d'y arriver, ça serait génial et ça serait une très très belle fierté. Donc, croyons-y et on va y aller. Voilà. Et quand on parle transport, souvent c'est lié aussi à une autre thématique qui est délicate pour nous, c'est la thématique du packaging, parce que donc, ces produits sont emballés pour être transportés. Donc ça, c'est typiquement la question compliquée pour le luxe, parce qu'il y a une étude en 2019 qui a montré que 8 sur 10 de nos consommateurs attendent de nous qu'il y ait un packaging vraiment particulier, qui soit différent du reste des produits non luxe. Qu'il montre l'image de marque et la qualité du produit. Donc c'est un sujet compliqué, mais nous, on veut vraiment essayer de le pousser plus loin et d'arriver à réduire son impact environnemental. Et donc, on essaye de chercher des solutions, soit pour que ce soit des packaging réutilisables, soit pour qu'ils soient recyclables. Donc, on a déjà pas mal d'exemples, notamment dans les vins et spiritueux, qui sont assez intéressants. Je pense à un étui du champagne Veuve Clicquot qui est donc un étui mais qui se recycle ensuite en seau à champagne. Donc on commence à avoir pas mal de propositions comme ça, mais c'est vraiment un sujet sur lequel on a besoin d'avoir une vraie recherche et développement sur les matériaux aussi, tout comme on en parlait sur les matières des produits. Et donc qui est pas facile à traiter non plus, tout comme le transport. Et par rapport à ça, je pense qu'encore une fois, on revient à aujourd'hui, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui en a moins. Il suffit d'écouter Cynthia Fleury, qui est une philosophe, qui parle du rapport entre le lourd et le léger. On est passé d'une époque où on valorisait l'ostentatoire, le lourd, l'imposant, à une époque aujourd'hui où on le sent dans l'air du temps, on va valoriser ce qui est léger. Et donc c'est aussi une tendance de fond sur laquelle on peut réinventer encore une fois ces imaginaires. C'est-à-dire que demain, et Ruinart a fait un étui seconde peau vraiment fité sur la bouteille, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des caisses dans des coffrets. En fait, il y a tout à réinventer. Encore une fois, le luxe, et ça c'est finalement ce qu'il y a de plus... c'est une jolie mission qu'on peut se donner aussi, de comment on s'inscrit dans réinventer le lourd par rapport au léger, cet horizon temps court, temps long. Et finalement, elle valorise, elle aujourd'hui, Cynthia Fleury, quand elle tire le plus loin de ce qui a du sens à protéger, des valeurs comme le silence, l'horizon, le temps long. Et c'est aussi dans ces démarches-là qu'on s'inscrit. Alors, oui, puis je pense qu'on peut aussi surprendre nos clients en fait, qui nous attendent avec voilà, le coffret traditionnel Hermès Orange que tout le monde connaît, mais si on fait une proposition d'un autre coffret qui a de la valeur perçue, mais qui est respectueux de l'environnement, je pense que le client sera tout aussi content d'avoir ces deux aspects-là. Si je reviens à un aspect beaucoup plus prosaïque. Rapidement. Très rapidement.
c'est qu'on parle, enfin voilà, on a nous nos envies, on a nos engagements, on a aussi les engagements de nos présidents, de plein de gens dans nos maisons. Mais il y a un enjeu crucial, c'est qu'en fait, ce qui nous pousse, enfin, l'objectif principal, ça reste l'objectif financier. Tant que le seul objectif sera financier, ça sera compliqué de faire beaucoup plus que des petits pas, et tous les petits pas seront faits vraiment avec la force de la conviction, ce qui est déjà bien. Mais c'est la même manière, en fait, qu'ont les pays d'évaluer leur croissance. Ils évaluent leur croissance par le PIB, qui est l'évaluation de la production des biens et des services. Donc même les États ont une approche consumériste. Il y a plein d'autres acteurs, donc d'indicateurs, je ne vais pas les citer là, mais vous savez qu'il y a des indicateurs qui se développent pour intégrer le bien-être, la santé, plein d'autres choses, l'environnement. Et de la même manière... Le bonheur. Le bonheur, exactement. Et de la même manière, en fait, nos maisons de luxe et même, on l'espère, les entreprises en général ne devraient pas juste évaluer leurs profits et leurs pertes que d'un point de vue financier, mais aussi intégrer l'impact que leurs activités ont sur l'environnement, sur les hommes. Et je pense que le jour où on sera là, on y est déjà un peu chez Kering, qui fait un IPNL, Stella McCartney chez LVMH, mais si ça pouvait se déployer à toutes les entreprises et même aux nations, là, on serait tous dans le même objectif. Merci pour vos nombreuses réponses. Je crois qu'il est important de pouvoir exprimer à la fois vos doutes, comme vous le faites, et comme toutes les avancées que vous constatez. C'est important de pouvoir les exprimer ici. Je vous propose de faire une nouvelle pause avec Adrien. Adrien, vous êtes venu avec des instruments d'exception. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Ah bah il s'en va. Il ne veut pas. Il n'a pas aimé la question. Je reviens avec quand même. C'est mieux de parler de quelque chose et qu'on le voit. Vous avez vu de la clarinette tout à l'heure. Moi, je viens présenter deux entités très différentes du luxe. On n'a pas encore eu le temps d'en parler, mais ça va me permettre de dire quelques mots. On a parlé tout d'abord de temps long, de fabrication, de savoir-faire. Vous avez vu une clarinette toute récente, des fruits d'un développement sur plus de 140 ans d'évolution chez Selmer des clarinettes et qui vient juste de sortir. Le travail de nos meilleurs techniciens et développeurs actuels. Et puis là, maintenant, j'ai entre les mains l'inverse, et qui est aussi une force du luxe. On parlait du cuir, mais le métal et plein d'autres matériaux, le bois et encore d'autres. On parlait de recyclage, d'upcycling et de seconde main. Là, j'ai entre les mains un saxophone qui date de 1931. Alors, il faut savoir que le saxophone, ça a été inventé à la fin du 19e siècle, donc c'est un des tout premiers saxophones qui a pu exister dans l'histoire. Henri Selmer a fabriqué depuis le début de son existence 850 000 saxophones à peu près. Là, on est sur le 14 millième, donc c'est vraiment le tout début. C'est assez chouette parce que c'est une très belle époque, les années 30, pour le monde du saxophone, pour le monde du jazz. C'est un instrument qui a pu voyager, qui a eu deux propriétaires avant, a priori deux propriétaires. On ne peut pas être certain de ça, mais a priori ça, de grands jazzman qui ont pu jouer dans des clubs, qui ont pu faire vivre cet instrument. Et puis le fils de l'ancien propriétaire n'était pas saxophoniste, son papa est décédé, puis il s'est tourné vers nous et il a dit qu'est-ce qu'on peut faire, et ça tombait bien parce que nous on venait juste de se lancer dans une belle aventure qui est de redonner vie à tous ces vieux instruments. Et le luxe, ça a été dit juste avant par Marion, c'est aussi une histoire, c'est aussi faire vivre des objets et pas forcément que ce soit toujours du neuf. Donc c'est assez chouette de pouvoir donner ces vies. Et je pense que les clients sont de plus en plus friands de ça. On a aussi envie d'avoir un objet qui est déjà chargé d'histoire, et c'est une belle histoire du luxe, ça aussi. Merci. Et ce que tu me disais aussi, c'est que le morceau que tu vas jouer là tout de suite, je te laisse le temps de te préparer, ce que tu vas jouer là, il est bien possible que dès le début de la vie de ce saxophone, ce morceau ait traversé cet instrument déjà, plusieurs fois peut-être. Ouais, c'est ça qui est assez magique quand on souffle dans cet instrument. J'ai beau être musicien depuis très longtemps, c'est une sacrée émotion de passer après ces gens-là. 90 ans, hein, c'est pas rien. Et il a sûrement joué de très belles choses, il a sûrement joué des choses un peu ratées, mais c'est ça la vie d'un instrument et c'est assez magique. Donc je vais essayer de vous jouer un morceau et de le faire parler et de le faire chanter. Merci.
Merci Adrien. Nous poursuivons notre réflexion sur une autre idée reçue. Une idée reçue qu'on entend souvent, c'est qu'il n'y a pas de ruissellement sur le reste de la population, que le luxe s'adresse à très peu de personnes. Or, nous pouvons nous dire légitimement que la moindre des choses serait que les bénéfices tirés de l'industrie du luxe profitent à toutes et tous plus largement. Les biens de luxe, c'est un chiffre d'affaires mondial de 283 milliards d'euros en 2021 et cela atteindra les 380 milliards en 2025, nous l'avons déjà dit. Pour parler encore de données concrètes, en 2021, les grands groupes de luxe, LVMH, Kering, Hermès, Chanel, Richemont, etc., ont non seulement enregistré des ventes en hausse significative partout dans le monde, mais aussi des marges opérationnelles historiques. Et en même temps que leurs très bons résultats de 2021, la presse économique a relayé des annonces de hausse de prix émanant des plus grandes marques. On entend dire que le luxe s'adresse à 1% de la population mondiale, les 1% les plus riches de la planète. D'après Oxfam, mouvement citoyen au service de la lutte contre les inégalités et la pauvreté, les 1% les plus riches génèrent 175 fois plus de CO2 qu'une personne appartenant aux 10% les plus pauvres. On l'explique par leur mode de vie, c'est-à-dire l'espace vital par habitant, le nombre d'équipements énergivores possédés, la consommation de viande, l'utilisation de voitures, avec un S souvent, la fréquence et la distance en transport aérien. Ce qui nous fait penser que le luxe est souvent perçu comme un facteur d'injustice dans la répartition des biens, et donc souvent considéré comme l'apanage des tyrans, par exemple, et de leur entourage. Il favoriserait même l'esprit de corruption, dit-on. Il est vrai que le luxe entretient des désirs et crée des besoins. Est-ce qu'il ne conforterait pas ces 1% les plus riches dans leur style de vie, totalement incompatible, je le rappelle, avec notre planète et les enjeux dont on s'occupe ici? Est-ce que le luxe prospère sur l'inégalité sociale et sur l'indice de Gini? Le coefficient de Gini ou indice de Gini est une mesure statistique qui mesure le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population. Le luxe ne fait-il pas subtilement comprendre à ceux qui n'en ont pas les moyens que ce monde n'est pas pour eux? Ils peuvent en rêver, oui, on en parlait tout à l'heure du rêve, mais là, on rêve par le biais des publicités, par les images des défilés relayées par quelques-unes des stars les plus en vogue. Est-ce que le luxe met en compétition les hommes et les femmes et les pousse à dépenser et à consommer toujours plus? Le sociologue Gilles Lipovetsky dénonce dans Le luxe éternel, 2003 chez Gallimard, cette massification du rêve et la promotion de l'intemporel pour vendre à contrario de l'éphémère, du luxe à la mode. Le luxe continue aujourd'hui d'être compris majoritairement en termes de lutte symbolique entre les classes sociales, avec leur stratégie de distinction et d'ostentation de la part des dominants. Est-ce que cette interprétation est encore tenable? Le pari du livre de Gilles Lipovetsky, et sans doute que vous allez en parler juste après, le pari de ce livre est de mettre en relief les nouveaux dispositifs du luxe, les dispositifs actuels, où cohabitent maintenant passion aristocratique et passion démocratique, tradition et innovation, mythe et mode, vous allez y revenir. Enfin, peut-être y a-t-il ruissellement sur le reste de la population quand on travaille pour les maisons de luxe soi-même, c'est-à-dire quand on y travaille soi-même. En effet, il y a des rapports annuels qui dépeignent des best places to work et oui, les maisons sont nombreuses à se hisser aux premières places des classements des employeurs, faisant rêver les candidats. Mais n'est-ce pas oublier la réalité d'une industrie qui repose sur une chaîne de sous-traitance? Et dans cette chaîne de sous-traitance, les conditions de travail n'ont plus rien d'enviable. Nous l'avons évoqué tout à l'heure aussi sur les questions d'approvisionnement. Alors, y a-t-il un ruissellement du luxe sur le reste de la population? À qui s'adresse véritablement le luxe? Merci Gabriel pour ces nouveaux éléments. Nous sommes convaincus au Colbert Labo que le ruissellement du luxe se fait de plusieurs façons. Commençons par nos clients. Nos clients, nous les connaissons plutôt bien dans le luxe, puisque très souvent, nos maisons vendent en direct, dans nos boutiques, dans nos e-boutiques, via nos directeurs de clientèle privée. Et je voudrais revenir sur un des chiffres que tu mentionnais tout au début, ce chiffre de 1%. En réalité, la clientèle du luxe représente 6% de la population mondiale.
Donc c'est 5 fois plus qu'il y a 30 ans, et ce, grâce à l'augmentation de la classe moyenne. Alors tu vas me dire, puisqu'on a beaucoup discuté sur ce sujet, 1%, 6%, finalement, quelle est la différence? Bon, certes. Maintenant, intéressons-nous vraiment à nos clients. Tu mentionnais ces 50 sacs, cette démesure. Donc oui, aussi, il y a une partie de notre clientèle qui aujourd'hui a beaucoup de sacs, beaucoup de vêtements de luxe, beaucoup de bijoux, et qui se comporte peut-être de manière un peu à l'écart des valeurs du développement durable. Certes, mais ça c'est une partie finalement de notre clientèle. Il y en a une autre qui en fait rêvera dans sa vie d'avoir une pièce d'exception et ne pourra se l'offrir qu'une seule fois. Ou une autre partie de notre clientèle qui va de temps en temps s'acheter un produit qui est peut-être un petit peu moins cher. Et puis une autre partie de notre clientèle qui, elle, vraiment rêvera de transmettre. Et qui, à l'instar du slogan de Patek Philippe, ne sera pas réellement le propriétaire d'une montre, mais seulement le gardien pour les générations futures. Et cette notion qui est vraiment intéressante de transmission. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux tendances actuelles, et notamment des consommateurs, on voit que de plus en plus de consommateurs portent un intérêt fort pour tout ce qui est donc éthique et développement durable. Et d'après Nielsen, c'est 73% des millennials aujourd'hui et 66% des consommateurs au global qui, eux, sont prêts à payer plus pour des produits plus durables. Et c'est d'autant plus vrai dans la fashion. Et c'est encore plus vrai sur les générations Z et Y que nous représentons en partie aujourd'hui. Et je vois aussi pas mal de générations Z dans la salle, donc c'est agréable à voir. Et ces générations Z, elles ne sont pas facilement prises dans des histoires de greenwashing. Elles se renseignent beaucoup. Il y a de plus en plus d'informations. Il y a des apps comme celle de Nota Climat qui sont des apps intéressantes parce qu'elles vont interpeller les marques comme les nôtres. Et elles vont faire réagir et elles vont aider nos marques à être davantage engagées sur ces sujets. On a aussi, finalement, donc si on regarde cette génération Z et Y, aujourd'hui c'est 30% des achats du luxe. Et demain, donc en 2035, ce sera 80%. Donc avec ce changement, on a aussi progressivement des gens qui croient en ces valeurs, qui vont être de plus en plus présents et qui seront là pour représenter et pour diminuer cette démesure. Donc ça, c'est pour la partie de nos clients. Maintenant, il y a tout un autre aspect sur lequel le luxe ruisselle. Donc on a mentionné l'artisanat, on va y revenir, la formation, le recrutement. Et il me semble qu'on a quelques éléments à rajouter sur cette partie. Si je peux me permettre, je vais juste ajouter un point. Parce Très que là, vite, on parle... Très vite. Pardon ? Très vite. Oui, très très vite. Juste, on parle de nos clients et des consommateurs, certes, mais on parle aussi de nous, d'un ensemble et du luxe dans sa globalité. Et je voulais juste remettre le diapason un peu très très large dans le sens où la sustainability, c'est pour tous. Et c'est ça qui est important aussi. Donc on parlait de ruissellement, effectivement Gabriel, tu posais la question. Je pense que le premier ruissellement qui est vraiment lié au luxe, c'est au niveau de l'emploi. Donc le luxe, on l'a dit, c'est des produits, et pour faire des produits, on a besoin d'avoir des sites de production, des manufactures, et tout ça, ça crée de l'emploi, et en plus, ça crée de l'emploi dans plein de territoires en France, des territoires qui souvent sont en fait loin de bassins d'emploi, et donc ça va permettre de les désenclaver. Et sur cet exemple, par exemple, Hermès, aujourd'hui, c'est 51 sites de production en France. L'ensemble de notre fabrication de la maroquinerie est faite en France. Donc, c'est un made in dont on est très fiers. Pour cette question de l'emploi dont tu parlais, Julia, mais c'est aussi une histoire sur les territoires. Tout à l'heure, Marjolaine faisait référence au fait que tant qu'on ne mesurera pas nos externalités, on aura du mal à enclencher du changement. Et il faut aussi mesurer nos externalités positives. C'est-à-dire qu'en s'implantant dans un territoire, se met forcément une dynamique de ruissellement positif sur le lieu et le territoire où il s'implante. Donc ces maroquineries, aujourd'hui, elles sont faites. Votre sac peut venir des Ardennes, de Franche-Comté, d'Auvergne. C'est là où sont nos maroquineries, c'est là où sont nos artisans. C'est des maroquineries à taille humaine. C'est pas plus de 250-300 personnes sur ces sites de production. Et ça ruisselle forcément, donc c'est là où on revient à cette idée d'externalité, c'est-à-dire que ça crée de l'emploi, c'est aussi des nouvelles reconversions parfois. Alors pour aller souvent sur des sites et dans des ateliers, quand on écoute l'histoire, c'est que des parcours individuels
souvent passionnants, parfois des reconversions, des personnes qui découvrent ces métiers-là, vont se former. Sur la formation aussi, c'est intéressant, peut-être Apolline. Oui, bien sûr, sur la formation, parce que c'est vrai qu'on se parle beaucoup là des métiers d'artisans. On ne devient pas artisan du jour au lendemain. C'est des métiers, il faut plus de 18 mois pour se former. C'est des métiers aussi pour lesquels on se forme tout au long de la vie d'artisan, en se formant à des nouveaux produits qu'on va développer. On a au sein de la Maison Hermès des métiers d'experts. Alors moi, c'est un mot que je trouve génial. Il y a des gens, des hommes, des femmes qui sont experts de leur métier, donc experts de la coupe. On parlait tout à l'heure de la manière dont un artisan va analyser sa peau, placer ses produits. Et donc voilà, au fur et à mesure, on devient expert dans la lecture de ses peaux. Donc c'est vraiment toute une formation qui découle. Et juste sur la notion de ruissellement, très très rapidement, je voulais juste rajouter un point aussi. Je trouve que cette notion de ruissellement, elle prend aussi tout son sens dans l'accompagnement qu'on peut faire, en tout cas que les maisons peuvent faire de leurs partenaires, leurs fournisseurs. C'est quelque chose on se doit, je pense, d'accompagner dans cette transition aussi les personnes avec qui on travaille et de leur ouvrir la voie avec toute cette excellence qu'on essaye de transmettre. Et par rapport à la formation, plus généralement, c'est aussi cette idée de comment ça va permettre de mettre en lumière les métiers de la main. Aujourd'hui, donc on dit, il y a un rapport aux choses qui nous entourent qui sont en train de changer. C'est un juste retour aussi de mise en lumière du geste, des métiers manuels, de l'artisanat. Et c'est un autre rôle que peuvent porter nos filières, c'est-à-dire revaloriser ce qui a pu être dévalorisé au profit de métiers techniques, digitaux, etc. Ce métier de la main, du geste, finalement on est des passeurs, c'est-à-dire que certains de nos savoir-faire étaient là bien avant nous et on espère, et c'est aussi notre rôle aujourd'hui dans les maisons, le seront bien après nous. Et finalement on est sur cette petite durée à l'échelle de l'humanité des savoir-faire où on aura vraiment ce rôle de passeur. Et si je peux me permettre, le rôle de passeur, il y a une importance au niveau de la transmission, parce que ce qu'on est en train de dire, on parle d'un savoir-faire, on parle d'excellence, on parle de métiers qui sont incroyables, qui existent depuis très longtemps effectivement, et qu'il faut transmettre. Pour ça, il y a des formations. Malheureusement, c'est encore des métiers qui sont méconnus. On tente de communiquer effectivement sur le sujet, que ce soit par le service public, mais aussi par les écoles de nos maisons, puisqu'on sait que le comité Colbert en a compté plus d'une quinzaine avec Hermès, Chanel, enfin il y en a divers et variés. Mais c'est très important de savoir que cette transmission de ce savoir-faire fait aussi partie des biais. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est notre rôle et notre mission de défendre en fait tous ces métiers d'art rares, souvent méconnus. Et je pense qu'il est important aussi de parler des initiatives portes ouvertes qui existent et qui ont tendance à se multiplier en ce moment. En fait, très concrètement, je vais vous parler de ce que je connais. La maison Van Cleef & Arpels va ouvrir demain la 2e édition d'une initiative qui s'appelle De Mains en Main à Lyon. Et le but est très simple, c'est en gros ouvrir les portes d'une maison de joaillerie. Donc pendant 10 jours, on va accueillir le grand public et on va aussi accueillir des jeunes collégiens qui sont à la recherche peut-être de leur métier de demain. Et tout ce monde-là va pouvoir s'essayer aux gestes joailliers et va pouvoir surtout, je pense, discuter avec nos artisans, discuter avec eux de leur parcours, de leur métier, de leur passion. Et je pense que c'est une façon de transmettre, et c'est une façon aussi de peut-être de venir quelque part un peu détricoter les idées reçues qu'on a par rapport à ce luxe clivant, élitiste, un peu fermé. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les ateliers. Donc là, vraiment, on est dans l'ouverture et je pense que ça rejoint et ça répond à la notion de ruissellement finalement de façon assez globale. Complètement, et je pense que, tu le dis, il y a toujours eu il y a longtemps en tout cas eu une sorte de culte autour de nos savoir-faire, un mystère un peu autour de ces savoir-faire. Et un autre exemple, moi je trouve, c'est la rencontre que peut avoir, alors dans certains cas, mais le client avec l'artisan qui lui a fait son sac. Et on parle vraiment de rencontre parce que c'est un moment d'échange qui est très très beau. C'est le client qui attend impatiemment son sac va rencontrer l'artisan qui a travaillé dessus pendant parfois 10 heures, 20 heures. Et c'est un moment vraiment magique de transmission de savoir-faire et vraiment de partage. Je voulais revenir sur cette notion de passeur. J'y réfléchissais à l'instant et je l'aime bien, cette notion, je crois, de passeur.
La RSE, en fait, c'est pas uniquement l'environnement, mais c'est aussi le fait peut-être de reconnaître, de se rendre compte que les personnes qui travaillent au quotidien dans nos maisons sont heureux de travailler. Ce sont des passeurs, évidemment, de leur savoir-faire, ils transmettent, mais ils transmettent leur fierté également, ils transmettent leur joie qui les anime au quotidien de travailler pour ces matériaux qu'on a énumérés aujourd'hui. D'ailleurs, c'est grâce aussi à cette transmission qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un nombre croissant de meilleurs ouvriers de France en France, aussi un nombre croissant de meilleurs apprentis de France. Et ces métiers aussi se féminisent. La RSE, c'est aussi parler de parité. Et donc je crois que c'est aussi une victoire qu'on a envie de dire aujourd'hui. Avant de conclure là, tout de suite, je vous propose d'écouter Adrien. Merci beaucoup. Nous avons démarré cet échange avec la question qui êtes-vous? Pour terminer, la dernière question sera à nouveau tournée vers vous. Vous en êtes où? Que faites-vous en ce moment pour changer les choses? Quels engagements prenez-vous devant cette salle? Eh bien, alors moi, personnellement, je m'engage à partager. Je m'engage à continuer de discuter, de débattre, d'échanger sur ces sujets environnementaux, sociétaux. Personnellement, j'ai jamais autant parlé de ces sujets que depuis les 2 derniers mois. Et en fait, je me rends compte que quand j'en parle à quelqu'un, lui-même va aller en parler à quelqu'un, qui lui-même va en parler à quelqu'un. Et on va ainsi tous s'inscrire dans une espèce de chaîne de réflexion collective. Et d'une initiative individuelle, on va passer à un élan collectif. Et je pense que c'est comme ça qu'on aura la force et la portée suffisante à faire avancer les choses suffisamment rapidement. Parce que juste, je voudrais revenir sur ton introduction, Gabriel, quand tu nous dis que c'est une situation qui nous bouscule. C'est une situation qui nous bouscule, mais on a aussi une actualité qui nous rappelle tous les jours que le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite, et qu'il n'y a plus le choix.
Moi, je dirais oser. Oser pour moi, mais aussi inciter tout le monde à oser dans ce qu'on fait, au quotidien. Marjolaine, tu as parlé un moment de PIB. Il y a peut-être des paradigmes à changer, des outils à changer, de nouvelles façons de réfléchir, parce que c'est un changement qui est très important. Il y a énormément de choses à faire à titre collectif, à titre individuel. Mais je pense qu'on arrivera uniquement à faire ces changements si on ose quelque chose de différent. Et un peu dans la même veine, moi je dirais même se tromper, parce que je pense qu'il n'y aura pas de plus grosse erreur que de ne pas avoir essayé. Donc j'ai envie qu'on essaye, j'ai envie bien sûr qu'on y arrive, mais de nous autoriser aussi à nous tromper. Je vais continuer sur la partie essayer. Moi, je travaille dans l'événementiel et je pense qu'il y a un enjeu qui est de taille, qui est passionnant, qui est à faire et qui est extrêmement important. On a parlé tout à l'heure de communication et d'influence. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut en parler puisque l'influence du luxe, l'influence de nos maisons rayonne. Il y a un rayonnement international et il est de notre devoir d'exemplarité, finalement, que d'arriver à créer des événements, créer des moments de magie éco-responsables. Et justement, on veut changer les paradigmes, on veut insérer plus de dimensions humaines, de dimensions environnementales. Je pense que ça peut que se faire collectivement. Et moi, ma plus grande joie, depuis maintenant quelques années, c'est qu'il y a de plus en plus de mouvements qui sont intermaisons, intersecteurs, où en fait, on arrête d'être juste en concurrence et il y a des enjeux plus grands et on est là pour y répondre. Moi aussi, je m'engage à accroître le côté environnemental dans mon quotidien au travail, en utilisant par exemple systématiquement les 3 R, en faire mon leitmotiv, donc par exemple réduire les quantités de produits finis qui arrivent en fin de vie, ou de réduire les matériaux utilisés, par exemple notamment dans les packaging, la réutilisation de certains produits qui arrivent en fin de vie, justement pour en faire de l'upcycling, ou s'assurer de la recyclabilité des matériaux. De la même manière que toi, moi je vais m'engager aussi dans mon domaine qui est la seconde main, vraiment que ce soit dans le cadre du travail et des instruments de musique, mais aussi à titre personnel, m'engager dans ce que j'achète et avec quoi je m'habille, etc. À faire attention, on n'a pas forcément besoin de neuf tout le temps dans sa vie. Moi, je voudrais m'engager à continuer de m'informer, de me former sur ce sujet pour pouvoir être un appui à la fois dans ma vie personnelle et avec mon entourage professionnel et pouvoir comme ça permettre de prendre des actions impactantes. On a parlé événementiel, on a parlé produit. Moi, de mon côté, je travaille en CRM et systématiquement, je vais intégrer ces notions dans les différents projets. Donc ça, c'est en tant qu'employé et en tant que cliente même, m'assurer d'acheter un luxe qui est engagé, social et durable. Moi, j'aimerais lancer un collectif dans la maison dans laquelle je travaille pour collaborer avec des personnes qui seraient intéressées par ces sujets-là et faire avancer les choses avec des actions concrètes dans l'entreprise. Moi, je m'engage à continuer de nourrir ma réflexion critique sur ces enjeux de luxe et de développement durable, à continuer de la partager au sein de ma maison. Et je travaille en ressources humaines. Et en ressources humaines, ce que je m'engage à faire aussi, c'est de contribuer à faire de mon environnement de travail un environnement suffisamment safe pour que les collaborateurs puissent se sentir aussi à l'aise que moi pour questionner les pratiques en place sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut aussi s'engager à une certaine forme d'humilité. Aujourd'hui, le luxe peut paraître élitiste, avoir l'impression d'avoir les réponses. Comme on vous l'a montré, on est tous en chemin, assez convaincus, mais il faut garder une forme d'humilité. D'ailleurs, ça fait écho à la conférence qui va suivre, où ça va être finalement des grandes tribus qui vont être gardiens des arbres, gardiens de la terre, et finalement, face à eux, on prend toute la dimension et le poids de la responsabilité qu'on porte. Et finalement, on se sent tout petit et donc très humble, et on a très envie de construire un monde où on aura un destin commun entre ces tribus et puis nos maisons. Merci à vous, le comité Colbert. Merci à vous, public, pour votre attention. Je viens d'avoir une information assez intéressante, c'est qu'il existe une journée mondiale du rêve le 25 septembre. L'ambassadrice mondiale est là, au deuxième rang, qui me l'a dit. Je trouvais ça vachement intéressant de savoir qu'il existait ça, une journée mondiale du rêve le 25 septembre. Merci à vous, bonne fin d'après-midi.